Le 24 octobre, une nouvelle série de frappes a touché le territoire ukrainien dont l'ampleur, à en croire les informations, pourrait être l'une des plus importantes de l'année écoulée. Les alertes ont commencé dans la soirée, d'abord locales, puis généralisées. Les frappes ont déferlé par vagues sur tout le territoire. Et au petit matin, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'une action isolée, mais d'une continuation systématique de la campagne, dont l'objectif principal est l'infrastructure énergétique. Les forces russes ont de nouveau attaqué les centrales thermoélectriques, les centrales hydroélectriques, les nœuds de distribution, tous ces objets qui avaient tant bien que mal résisté au cours des mois précédents. Cette fois, ils sont en train de les achever. Selon des sources ukrainiennes, la situation sur la ligne de front est également tendue. La pression s'intensifie presque quotidiennement et plus personne n'a d'illusions. C'est difficile de manière constante et on n'en voit pas la fin pour l'instant. Des régions entières se sont retrouvées sans électricité. Certaines localités ont littéralement plongé dans l'obscurité. Pas une seule source de lumière, pas d'éclairage public, comme si la vie s'était figée. La population se trouve dans les caves près des générateurs ou attend simplement l'apparition d'une quelconque connexion. La situation de l'approvisionnement en électricité est proche du point critique. Les correspondants de guerre et les experts écrivent avec retenue, sans émotion excessive, visiblement fatigués même de commenter ce qui se passe. Les ressources de surveillance n'ont pas encore publié la liste complète des objets touchés, mais on distingue clairement les contours de ce qu'on appelle désormais la dévastation énergétique. La capitale et sa région. Ici, selon les informations, la centrale thermoélectrique numéro 5 a de nouveau été touchée. Frappe directe et, selon les informations, un violent incendie s'est déclaré. Des explosions ont également été enregistrées dans la zone de la centrale thermoélectrique numéro 6. En outre, une frappe a visé un camp d'entraînement près de l'aéroport de Borispil et une autre, un atelier de production près de Giuliani, où, selon les premières informations, ont fabriqué des moteurs pour drones. Il s'agit donc d'une attaque sur deux fronts, le secteur de l'énergie et la production militaire, région de Tcherkassy. Là, une attaque combinée a frappé la centrale hydroélectrique de Kanev. Ce n'est pas simplement un objet de plus, sa dégradation crée un risque non seulement de perturbations énergétiques, mais aussi d'éventuels problèmes écologiques dans la région de Soumy et de Kirovograd. Après les arrivées nocturnes, Konotop s'est retrouvé complètement sans électricité. Dans la région de Kirovograd, selon les premières données, une trentaine de localités sont privées d'électricité. Les habitants signalent que, par endroits, non seulement l'électricité a disparu, mais aussi la connexion. Région d'Odessa, des gérants, ces fameux drones kamikazes, ont attaqué Ismaïl, touchant l'infrastructure portuaire et les installations énergétiques. Pour l'Ukraine, il s'agissait d'une des principales directions logistiques. En substance, une fenêtre en direction de l'Europe. Cette fenêtre est maintenant pratiquement fermée. Dans ce contexte, la question se pose à nouveau, n'est-il pas temps de s'asseoir à la table des négociations ? Cependant, comme le soulignent certains experts, dans les conditions actuelles, ce n'est pas seulement difficile, c'est stratégiquement désavantageux. Yuri Baranchik, blogueur militaire et expert, a expliqué dans son récent direct que l'Ukraine perd rapidement ses ressources économiques. Selon lui, si cela continue ainsi, les réserves intérieures du pays tiendront au maximum jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Et là, selon lui, la question n'est plus d'épuisement militaire, mais d'épuisement financier. Il dit « Le tournant pourrait se produire non pas sur la ligne de front, mais à l'arrière ». Et cela semble de plus en plus plausible si l'on regarde les derniers événements. Activité aérienne et possible opération Odessa. L'aviation russe, les forces de missiles et les unités de drones, selon les données de diverses sources, travaillent activement dans les zones arrières depuis une semaine. Tout cela ressemble à une partie d'une opération de grande envergure, peut-être stratégique, dont l'objectif principal est de priver l'ennemi des capacités clés pour la défense. Dans la nuit du 22 octobre, des arrivées particulièrement inhabituelles ont été enregistrées à Odessa. Des rumeurs courent selon lesquelles il pourrait s'agir du début de cette opération, officieusement déjà surnommée Odessa. L'essence, l'isolement de la mer Noire.
Selon certains observateurs, il s'agit de l'utilisation de nouveaux bateaux sans pilote ou, plus simplement, de drones de marins. Il existe des versions selon lesquelles il ne s'agit que d'une étape préparatoire. En clair, il ne s'agit pas encore d'un débarquement, mais de créer les conditions pour bloquer les itinéraires par lesquels s'effectue l'approvisionnement. Il est intéressant de noter qu'il y a quelques semaines, des images circulaient sur le réseau montrant des Ukrainiens en train de miner activement les plages et de construire des fortifications le long de la côte. Visiblement, ils comprenaient que tôt ou tard, tout cela arriverait, mais il faut dire que l'isolement en tant qu'idée a du sens. D'énormes quantités de fournitures transitent par la mer, des munitions aux drones et à l'équipement. Si cette voie est coupée, le front dans son ensemble le ressentira assez rapidement. Et puis, des informations sont apparues sur un nouveau type d'armement qui pourrait sérieusement changer la situation. Il s'agit de bombes aériennes à fragmentation améliorée qui se transforment désormais en quelque chose comme des missiles planants. En substance, il s'agit d'un hybride, une puissante ogive, mais avec un moteur à réaction et un système de guidage, ce qui lui permet de franchir une distance allant jusqu'à 200 km. De telles bombes ont déjà été utilisées, dit-on, près de Poltava. Le chef adjoint du GUR d'Ukraine a même reconnu que l'une d'elles avait parcouru près de 200 km avant d'atteindre sa cible. Si de tels cas deviennent massifs, cela pourrait vraiment changer les règles du jeu. Après tout, non seulement le front est menacé, mais aussi les arrières profonds. Les avions qui lancent ces munitions restent hors de portée de la défense aérienne. Odessa, Nikolaev, Kharkov, Soumy, tout cela est désormais potentiellement menacé, même si la ligne de front est éloignée. Et maintenant, il est clair pourquoi les experts disent que la Russie résout plusieurs problèmes à la fois. Premièrement, elle économise des missiles coûteux en les remplaçant par des FAB bon marché mais précis. Deuxièmement, elle oblige le commandement ukrainien à disperser les restes de la défense aérienne. Et troisièmement, elle détruit méthodiquement la logistique, ce réseau sans lequel le front n'évite tout simplement pas. Au matin, la situation a commencé à s'éclaircir, mais pas dans le bon sens. Les mêmes noms de régions revenaient dans les bulletins d'information. Kharkov, Soumy, Poltava, Dniepropetrovsk, Kiev, Odessa. On avait l'impression qu'il y avait un scintillement continu d'alerte sur toute la carte. Les gens écrivaient dans les chats que les sirènes n'avaient presque pas cessé de sonner de toute la nuit et dans certaines villes, même tout l'aube. Drones, missiles, explosions. Puis le silence, et de nouveau tout en boucle. Certains n'arrêtaient pas de descendre dans les abris, tout simplement fatigués. Des sources militaires notent que les frappes n'ont pas été menées au hasard, mais avec une certaine logique. Dans la capitale, par exemple, les centrales thermiques 5 et 6 ont de nouveau été touchées, achevant ce qui avait survécu auparavant. Des informations ont fait état de la destruction de la centrale thermique de Tripol, et ce pour la première fois depuis longtemps. Ce n'est plus seulement un nœud énergétique, mais un important centre logistique par lequel transitaient les livraisons de carburant et d'électricité. Les chaînes de surveillance ont écrit que non seulement les Iskander habituels ont été remarqués dans le ciel au-dessus de la capitale. Un autre détail a fait son apparition. Apparemment, des lancements de Kimskander ont été enregistrés. C'est ainsi que les blogueurs militaires ont surnommé les missiles nord-coréens KN-23 et KN-24. Sur le réseau, on plaisantait même en disant que le KN était arrivé pile poil. Il a été conseillé aux habitants de Kiev de faire des réserves de générateurs et de patience. L'un des blogueurs populaires, Voevoda, a écrit « Ces Kimskander sont des choses particulières ». Oui, leur précision n'est pas idéale, mais la massivité et le prix font tout. Si l'on regarde la chronologie, les frappes d'emblée se sont succédées en série et presque chaque vague a frappé de nouvelles régions. La région d'Odessa a été particulièrement touchée, à Ismaïl. Plusieurs frappes précises ont été enregistrées dans la zone du port où se trouvait du matériel et des marchandises arrivées, selon certaines informations, de Roumanie. Après cela, on a commencé à écrire qu'un des ferrys transportant du matériel militaire avait coulé près du quai. La ville a été plongée dans le noir, une protection automatique s'est déclenchée et le port s'est littéralement figé. Des sources locales ont fait état d'un incendie et de graves dommages au réseau électrique. Enregistrement vidéo d'Odessa et d'Ismaïl.
Un ciel noir, des éclairs, un grondement, puis un claquement sec et une vague de lumière, comme un bref éclair de flash d'appareil photo. Selon des témoins, certaines frappes ont également touché des hôtels où des spécialistes militaires étrangers auraient pu se trouver. Après les arrivées dans la ville, le SBU a commencé à travailler. Les routes ont été partiellement bloquées, des contrôles de documents ont eu lieu, des recherches ont été menées pour trouver ceux qui auraient pu filmer ou publier quelque chose sur le réseau. Un moment intéressant, il a été rapporté qu'une partie des militaires blessés avait été évacuée par des bateaux. La partie roumaine, d'ailleurs, a confirmé plus tard l'incident, mais n'a pas révélé de détails. Dans la direction de Kherson, selon les données des chaînes Telegram, il y avait aussi de l'activité. Nos drones Vodi, comme on les appelle dans le milieu militaire, ont travaillé sur les entrepôts et les hangars de l'ennemi. L'une des arrivées s'est avérée particulièrement précise. On pouvait voir que la détonation durait près d'une minute, puis une colonne de fumée s'élevait au-dessus des nuages. Il est intéressant de noter que dans ce contexte, les rumeurs sur la préparation de l'isolement de la côte de la mer Noire se sont intensifiées. On dit qu'ils ont commencé à utiliser de nouveaux bateaux sans pilote. Quelque chose comme des drones marins qui peuvent agir de manière autonome en minant les approches de l'ennemi ou en bloquant le passage. De nombreux experts laissent entendre avec prudence. Il s'agit peut-être de la première étape d'une opération de grande envergure, mais pour l'instant, tout ressemble à une reconnaissance au combat. Pour l'instant, personne ne parle de débarquement au sens propre du terme. Sans le soutien terrestre, c'est tout simplement impossible, mais le sentiment qu'il se prépare quelque chose d'important flotte tout de même dans l'air. Passons maintenant un peu plus au nord, dans la région de Tchernigov. Là aussi, c'était agité. Dans la région de Novgorod-Seversky, selon les premières données, un point de rassemblement de personnel a été détruit. À en croire les informations, des unités usées par les combats dans la direction de Soumy y étaient transférées. Après une série de frappes précises, la rotation, dit-on, a été effectivement interrompue. Le blogueur militaire Lebedev a écrit que la frappe était magnifique. Selon lui, les pertes de l'ennemi s'élèvent à plusieurs dizaines de personnes, dont des officiers subalternes et des instructeurs qui formaient à l'utilisation du matériel de l'OTAN. Dans la même région, plus près du village de Goncharovskaya, une arrivée a eu lieu au quartier général du terrain d'entraînement des chars. Il y a peu de détails, mais on sait qu'une partie du matériel a été détruite et que le terrain d'entraînement a été temporairement mis hors service. Plus loin, Zaporozhye. Là, des frappes ont été enregistrées sur un dépôt pétrolier et une sous-station ferroviaire dans la partie orientale de la ville. L'une des arrivées a touché le territoire d'une ancienne unité militaire. On dit qu'il y avait un système anti-aérien, vraisemblablement l'une des anciennes installations de défense aérienne datant de l'époque soviétique. Après l'impact, elle a explosé et l'onde de choc a déferlé sur tout le quartier. D'ailleurs, les habitants ont noté qu'immédiatement après cela, le ciel au-dessus de la ville a été clair pendant un certain temps, comme si la défense aérienne s'était affaiblie. Une vidéo de Dneprodzerzhinsk est également apparue sur le réseau, sur les images, une puissante colonne de fumée, des flammes, des éclairs. Un habitant local a écrit dans les commentaires « Ça a claqué fort, le matin ça couve encore, on entend des claquements, soit une détonation, soit des restes de carburant. La lumière essuyée est toujours là, mais elle tient sur les lignes de secours. » Le barrage est d'ailleurs fermé depuis 2022 et maintenant on dit que des positions de défense aérienne se sont installées le long des rives. Certains notent que des militaires sont souvent remarqués à proximité dans les bases touristiques. Apparemment, ceux qui ne combattent pas avec la lumière se reposent. Progressivement, une image globale se dessine. Les frappes ne visent pas simplement l'infrastructure, mais les centres nerveux, ceux qui maintiennent l'ensemble du système dans un rythme unique. Si auparavant il s'agissait d'attaques isolées, on a maintenant l'impression d'une grande partie d'échecs où chaque coup est calculé à l'avance. Et dans cette partie, les nouveaux types d'armements semblent jouer un rôle clé. Ces FAB planantes, comme on les appelle déjà, peuvent complètement changer le rythme des opérations de combat. Elles sont difficiles à suivre, encore plus difficiles à abattre et surtout, elles coûtent beaucoup moins cher que les missiles habituels. Il s'avère que le front se sature progressivement d'armes
qui ne nécessitent pas de dépenses colossales, mais qui causent en même temps des dommages sensibles. Ce n'est pas simplement du matériel, c'est une stratégie d'économie de ressources, tout en maintenant l'efficacité. Et si auparavant le commandement ukrainien pouvait plus ou moins répartir uniformément la défense aérienne, il doit maintenant fermer des dizaines de nouvelles directions. De jour en jour, cela devient de plus en plus difficile. Dans la nuit du 22 octobre, un silence inquiétant planait dans l'air. Ce même silence après lequel il y a généralement du bruit. Et en effet, déjà plus près de minuit, des alertes ont de nouveau retenti dans toute l'Ukraine. D'abord ponctuelles, puis presque simultanément, les sirènes se sont déclenchées dans toute la partie centrale et méridionale du pays. Au début, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une nouvelle vague de drones, mais une demi-heure plus tard, il est devenu clair qu'une frappe complexe était en cours, à la fois sur l'énergie et sur les installations militaires. Tout se passait comme si quelqu'un avait soigneusement tracé une carte des cibles, ne laissant pas de point vide. Dans la capitale, à ce moment-là, on savait déjà qu'il y avait des arrivées, et pas une seule. Des explosions multiples ont été signalées dans différentes zones de la ville. Dans les banlieues, des incendies et, plus près du centre, des perturbations de la connexion. Les sources officielles se taisaient, mais les habitants filmaient des éclairs dans le ciel, publiaient des vidéos avec des grondements et des commentaires. Pour la deuxième journée consécutive, à Borispil, selon les premières données, un camp d'entraînement près du territoire de l'aéroport a été détruit. On écrivait sur le réseau que parmi ceux qui s'y trouvaient, il y avait des instructeurs étrangers. Personne ne donnait de chiffres exacts, mais les correspondants militaires ont mentionné que les pertes pourraient être assez importantes. Sous la capitale, une frappe a également touché un atelier industriel où étaient fabriqués des moteurs pour drones. C'est cet objet dont on parlait encore cet été, lorsque le premier engin y est entré. Cette fois, il semble qu'il n'existe tout simplement plus. Il a brûlé jusqu'au matin. La région de Tcherkassy n'a pas non plus été épargnée. Là, selon les informations, l'un des plus grands nœuds ferroviaires a été endommagé. Son importance est difficile à surestimer. C'est par là que transitaient les livraisons de carburant et de munitions en direction de l'Est. Après la frappe, la circulation, dit-on, s'est arrêtée presque complètement. Plus loin, la région de Tchernigov. Ici, à Novgorod-Seversky, une arrivée a eu lieu directement au point de rassemblement. Des unités qui devaient être en rotation après la direction de Soumy s'y trouvaient. Comme l'a dit l'un des blogueurs militaires locaux, après une telle chose, la rotation est annulée. Tout cela s'est combiné en un tableau assez sombre. Selon Lebedev, le chef de la clandestinité locale, il y avait beaucoup de matériel, de gens et de bruit à Novgorod-Seversky. Après les frappes, écrivait-il, le silence, seulement des fouilles. Les pertes, selon lui, pourraient dépasser la centaine de personnes, y compris des instructeurs étrangers. À Kolmi, une frappe a été enregistrée sur un complexe hôtelier-restaurant où, selon les données des observateurs, se trouvaient des mercenaires et de soi-disant touristes de différents pays. Après l'impact, tout y a brûlé jusqu'au sol et à Gontcharovsk, qui n'est pas loin, le quartier général du terrain d'entraînement des chars a été sérieusement touché. On dit que c'est là que les mobilisés ukrainiens recevaient une formation et qu'on leur montrait le matériel de l'OTAN. Selon les estimations préliminaires, il y a environ 50 morts, principalement des officiers subalternes et des instructeurs. Plus loin, la chaîne d'événements se déplace vers Zaporojie. Ici, des frappes ont eu lieu sur une sous-station ferroviaire et un dépôt pétrolier dans la zone industrielle. Simultanément, une arrivée a été enregistrée dans ce qu'on appelle une ville militaire, une ancienne unité militaire, où, selon les rumeurs, étaient stockés des éléments du système de défense aérienne. Après la frappe, l'un des complexes anti-aériens a été vraisemblablement détruit. Dans le sud de l'Ukraine, en particulier dans la région d'Odessa, la situation restait extrêmement tendue. De nouvelles explosions ont été enregistrées à Ismaïl. Les habitants ont écrit qu'après une série de frappes dans la zone du port, la lumière et la connexion ont disparu. On disait même qu'un ferry transportant du matériel des pays de l'OTAN avait coulé au fond de la mer Noire. Une descente a commencé dans la ville, le SBU a bloqué les routes, vérifié les voitures. Selon les rumeurs, certains militaires blessés étaient étrangers. Une partie d'entre eux a été évacuée par des bateaux vers les eaux territoriales roumaines.
Les Roumains, d'ailleurs, ont refusé de commenter cette information, mais ont indirectement confirmé que des victimes étaient effectivement apparues sur leurs côtes. Nikolaev n'a pas non plus été épargné. Déjà le matin, des témoins ont remarqué 3 minibus portant l'inscription caractéristique Cargo 200 qui entraient du côté de Kherson. Là, à ce qu'il paraît, c'était aussi agité. En général, après l'activation des drones russes dans la direction de Kherson, de nombreux experts ont commencé à parler d'une nouvelle phase de l'opération, l'isolement de la région de la mer Noire. Non pas au sens d'une offensive directe, mais plutôt comme une étape stratégique. L'objectif est de bloquer les voies maritimes par lesquelles transite l'approvisionnement en armement et en matériel. Si l'on se souvient bien, c'est par les ports du Sud qu'une quantité importante de marchandises arrivait en Ukraine, y compris des drones, des pièces de rechange et du matériel pour l'assemblage de ces mêmes drones marins. Ainsi, l'isolement frappe en substance l'arrière, ce que l'on ne voit pas sur le front, mais dont le front dépend directement. Il est intéressant de noter que les médias occidentaux ont réagi aux événements de différentes manières. Certains se sont limités à de brèves notes, disant qu'il s'agissait d'un bombardement de grande envergure, de frappes sur l'infrastructure. D'autres ont commencé à écrire avec prudence sur d'éventuels problèmes dans le secteur énergétique ukrainien. Des titres tels que « L'Ukraine replonge dans l'obscurité » sont même apparus. Des phrases percutantes, mais qui reflètent globalement l'essence de la situation. Le système énergétique craque de partout. Après une série d'attaques l'hiver dernier, il tenait à peine et maintenant, il semble que la patience du réseau touche à sa fin. Pendant ce temps, les sources russes commentaient tout cela de manière beaucoup plus directe. Les correspondants militaires ont écrit que les frappes étaient ciblées et précises et que le sens de l'opération était d'obliger l'ennemi à dépenser des ressources non pas sur le front, mais pour la restauration des arrières. Dans ce contexte, même de petits détails commencent à jouer un rôle. Par exemple, l'apparition de nouvelles munitions planantes. Elles sont moins chères, plus simples et peuvent en même temps atteindre des cibles au plus profond du pays. Cela signifie que désormais, même les villes qui étaient auparavant considérées comme relativement calmes peuvent se retrouver menacées. Si l'on considère l'ensemble, le tableau qui se dégage est le suivant. Le front ne se contente pas de faire pression, il exerce progressivement une pression sur l'ennemi, créant de plus en plus de points de tension. De plus, des frappes sur la logistique, sur l'infrastructure, sur l'énergie. Tout cela se transforme ensemble en une pression systémique dont ni les abris ni les déclarations des politiciens ne sauvent. Au matin du 23 octobre, tout s'est un peu calmé. Les alertes se sont apaisées, le ciel au-dessus des villes est devenu clair, mais l'air était toujours lourd, comme imprégné d'une odeur de brûlé et de tension. On avait l'impression que même le vent se déplaçait avec plus de prudence pour ne pas perturber ce fragile silence. Les gens sortaient dans la rue, certains cherchaient de la connexion, d'autres voulaient simplement voir ce qui était encore en place. Dans les nouvelles, des images de centrales thermiques détruites, de quartiers privés d'électricité, d'entrepôts incendiés défilaient, mais le plus frappant, c'est le calme avec lequel tout cela est perçu. La fatigue de la guerre est presque devenue un fond, une partie de la vie quotidienne. Les experts tirent déjà des conclusions. Ils disent que cette frappe est l'une des plus massives et des plus technologiquement abouties de toute l'année. Simultanément sur l'infrastructure, sur la logistique, sur les postes de commandement. Comme si quelqu'un avait rayé une page entière de la carte énergétique du pays. Sur les chaînes ukrainiennes, des émotions, sur les chaînes occidentales, des titres prudents. Mais le sens général est le même. L'infrastructure est de nouveau attaquée, les réserves sont en voie d'épuisement et l'hiver approche. Et cet hiver, à ce qu'il paraît, sera beaucoup plus difficile que le précédent. D'un autre côté, dans les milieux militaires russes, on dit que l'opération n'est qu'à ses débuts, que c'est une partie d'une stratégie à long terme, où les frappes idées sur les arrières doivent progressivement priver l'ennemi de la possibilité de tenir le front. Ici, il ne s'agit plus seulement de missiles et de drones, de nouvelles solutions, de bombes planantes, de drones marins, de systèmes de guerre électronique. Chaque jour, on sent de plus en plus que le conflit est entré dans une phase où ce qui importe le plus n'est pas tant la quantité de troupes que la technologie et l'endurance.
Celui qui pourra tenir le rythme le plus longtemps prendra l'initiative. Et pourtant, malgré les chiffres, les déclarations et les bulletins d'information, le plus difficile, c'est l'attente, ce moment où la nuit semble interminable et où l'alerte dure des heures. Les gens attendent simplement la lumière, la connexion, les nouvelles, un peu de stabilité. C'est ainsi que se termine cette nuit d'octobre. Silencieusement, mais avec le sentiment qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, de jour en jour, on comprend de plus en plus que la guerre n'est plus seulement sur Terre et dans les airs, elle est dans l'air, dans l'information, même dans les pensées. Et personne ne peut plus dire quand viendra le matin qui ne commencera pas par une sirène.